Day 3 after memory completion. Wow! Don't put that on the camera. Il pourrait sembler logique de supposer que seuls les adultes sont capables de commettre des crimes odieux. Mais les enfants peuvent être tout aussi susceptibles de poser des actes choquants et horrifiants. D'un jeune meurtrier narguant la famille de sa victime au tribunal à un couple criminel se vantant de leurs récents crimes sur YouTube, en passant par deux frères assassinant des membres de leur famille pour la célébrité sur Internet, ces jeunes délinquants ont laissé une marque indélébile. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains des cas les plus troublants de jeunes criminels dans les prisons américaines, détaillant les crimes choquants et tragiques qui ont bouleversé la nation. Numéro 1. L'histoire d'Eric Smith est devenue l'un des cas les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis, captivant la nation en 1993. Le matin du 2 août, une journée apparemment normale à Savona, dans l'État de New York, allait être à jamais marquée par une tragédie impensable. Eric Smith, âgé de 13 ans, a croisé le chemin de Derek Roby, un garçon de 4 ans en route pour un camp d'été local. Avec une intention sinistre, Eric a convaincu Derek de le suivre dans une zone boisée voisine, prétendant qu'il s'agissait d'un raccourci. Une fois seul, Eric a attaqué Derek avec une brutalité inouïe, l'étranglant d'abord jusqu'à l'inconscience, puis lui écrasant la tête avec une pierre, avant de verser du Kool-Aid, pris dans la boîte à déjeuner de Derek, dans ses plaies ouvertes. La mère de Derek, Doreen Roby, a été dévastée lorsque son fils n'est pas arrivé au camp comme prévu. Au fil des heures, une recherche a été lancée, et le corps de Derek a été retrouvé plus tard ce jour-là dans les bois, non loin du parc. La ville de Savona a été saisie de peur, ne sachant pas qui pouvait avoir commis un crime aussi horrible. Le choc a été encore plus grand lorsqu'une semaine plus tard, Eric Smith a avoué à sa mère qu'il avait tué Derek. Il a été arrêté, jugé comme un adulte et est devenu la plus jeune personne jamais jugée pour meurtre dans l'État de New York à l'époque. Malgré l'absence d'anomalies physiques dans son fonctionnement cérébral ou ses niveaux hormonaux, il est rapidement apparu que ses difficultés sociales, notamment des années d'intimidation et d'isolement, avaient pu contribuer à son accès de violence. En 1994, il a été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à la peine maximale pour les délinquants juvéniles. 9 ans à perpétuité. Eric Smith a passé près de 30 ans derrière les barreaux, son recours en libération conditionnelle étant constamment rejeté. Malgré son long emprisonnement, Eric a participé à des programmes de réhabilitation et a exprimé à plusieurs reprises des remords pour ses actes. Après plusieurs audiences devant la commission des libérations conditionnelles, Eric Smith a finalement obtenu sa libération en 2021 et est sorti de prison, bien que son cas reste un sujet de controverse. Numéro 2. L'affaire de Joshua Phillips est un sombre rappel de la façon dont une jeune vie peut sombrer dans la tragédie. Reconnu coupable de meurtre au premier degré à seulement 15 ans, le crime de Joshua a bouleversé Jacksonville, en Floride, en 1998. Tout a commencé le 3 novembre, lorsque Maddie Clifton, une fillette de 8 ans, a disparu de son quartier. Elle jouait dehors, mais lorsque sa mère est allée vérifier, Maddie avait disparu. Sa disparition a déclenché une vaste recherche communautaire, avec des volontaires et des équipes parcourant la région à la recherche du moindre indice. Joshua Phillips, alors âgé de 14 ans, a même participé aux recherches, ne montrant aucun signe du crime qu'il avait déjà commis. Ce n'est que le 10 novembre que le corps de Maddie a été découvert, caché sous le lit de Joshua. Sa mère avait remarqué une tache humide sur le sol de sa chambre et en inspectant de plus près, elle a trouvé le corps de Maddie dissimulé là. Le choc a été immédiat et Joshua a été arrêté peu de temps après. Plus tard, il a avoué le meurtre, détaillant les événements horribles qui ont conduit à la mort de l'enfant. Ce jour-là, Joshua jouait au baseball avec Maddie alors que ses parents étaient absents. Selon lui, il l'aurait accidentellement frappé à l'œil avec la balle, provoquant une blessure douloureuse. Craignant les conséquences du comportement strict et alcoolique de son père, Phillips a paniqué et a essayé de faire taire Maddie en la frappant avec une batte de baseball. Voyant que cela ne suffisait pas à arrêter ses cris, il a intensifié la violence, la poignardant à plusieurs reprises avec un couteau, jusqu'à la tuer. Il a ensuite tenté de cacher le corps, utilisant même des désodorisants pour masquer l'odeur de décomposition. Joshua a été jugé comme un adulte et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, échappant à la peine de mort en raison de son âge. Ce crime tragique, commis par un adolescent, a laissé la communauté sous le choc.
Aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années, Joshua Phillips est toujours incarcéré à la prison de Cross City Correctional Institution, purgeant sa peine à perpétuité pour le meurtre brutal de Maddie Clifton. Son affaire reste un rappel glaçant de l'obscurité qui peut parfois s'emparer de jeunes esprits. Numéro 3. L'affaire des frères Beaver est l'un des actes de meurtre de masse les plus glaçants de Broken Arrow, en Oklahoma. Le 22 juillet 2015, Robert, 18 ans, et Michael, 16 ans, ont mis à exécution un plan violent visant à assassiner les membres de leur famille chez eux. Leur motivation était alimentée par un désir insatiable de célébrité et de notoriété. Selon la détective Rihanna Russell, les frères voulaient tuer au moins 50 personnes, dans l'espoir d'attirer l'attention des médias et d'avoir leur propre page Wikipédia. Ils avaient soigneusement planifié le massacre, accumulant une collection de couteaux pour mener leur projet macabre à bien. La nuit d'horreur a commencé lorsque Michael a attiré sa sœur dans une chambre, sous prétexte de lui montrer quelque chose sur l'ordinateur. Une fois à l'intérieur, Robert l'a attaqué par surprise, lui tranchant la gorge et la poignardant à plusieurs reprises. Leur mère, April, a ensuite été brutalement attaquée par Robert, qui lui a infligé au moins 48 coups de couteau, la tuant sur le coup. Les frères ont poursuivi leur carnage en s'attaquant à leur père, David, qui a subi 28 coups de couteau et des traumatismes causés par des coups violents, ainsi qu'à leur petit frère Christopher, âgé de 7 ans, qui a reçu 6 coups de couteau. Leur sœur de 18 ans, Victoria, a été poignardée 18 fois au niveau du cou, de la poitrine et des bras. En plein chaos, Daniel, un garçon de 12 ans, a réussi à s'enfermer dans une pièce et a appelé le 911. Cependant, Michael l'a piégé en prétendant être une victime et en l'incitant à ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, les frères l'ont poignardé 9 fois. Malgré cette attaque brutale, Daniel a fait preuve d'un sang-froid remarquable qui a joué un rôle crucial dans la survie de ses deux petites sœurs, Autumn, 2 ans, et Crystal, 13 ans. Les frères ont pris la fuite, mais la police les a rapidement retrouvés grâce à l'aide d'une unité canine, les localisant dans une zone boisée voisine. Crystal Beaver, une survivante de l'attaque, a identifié ses frères comme étant les responsables du massacre. Robert et Michael ont été accusés de 5 meurtres au premier degré et d'une tentative de meurtre. Ils ont tous deux plaidé non coupables, mais en 2016 et 2018, ils ont été reconnus coupables de toutes les charges retenues contre eux. Robert a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que Michael, en raison de son âge, a été condamné à la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, bien que sa remise en liberté soit hautement improbable. Numéro 4. Dans une affaire tragique de violence adolescente, Heavenly Arroyo, une jeune fille de 15 ans, a mis fin à la vie d'Ana Vasquez Rodriguez, une femme de 68 ans, d'une manière brutale et choquante. L'incident s'est produit le 6 octobre 2019, au domicile du grand-oncle d'Arroyo à Fall River, dans le Massachusetts. La tension au sein du foyer s'était accumulée pendant plusieurs jours. Lorsque le grand-oncle de Heavenly, qui prévoyait un voyage à New York, a été retardé à cause de problèmes de voiture, cela a poussé Arroyo à un point de rupture. Frustrée et agitée, elle a choisi de canaliser sa colère sur Anna. Heavenly, qui vivait dans la maison avec Anna et son petit-fils, a attendu que la maison soit silencieuse avant de s'en prendre à la vieille dame pendant qu'elle était allongée dans son lit. Armée d'un couteau, elle l'a poignardée 70 fois. La seule autre personne présente dans la maison à ce moment-là était le petit-fils d'Anna, qui jouait aux jeux vidéo dans une autre pièce, inconscient de l'horrible crime qui se déroulait à quelques mètres de lui. Après le meurtre, Heavenly a calmement pris une douche, jeté ses vêtements ensanglantés dans une benne à ordures voisine, puis a tenté de masquer son crime en prétendant qu'un homme masqué était entré dans la maison et avait tué Anna. Son histoire a rapidement commencé à s'effondrer lorsqu'une caméra de surveillance de la Fall River Housing Authority l'a filmé en train de se débarrasser de ses vêtements, contredisant sa version des faits. Une fois arrêtée, l'attitude de Heavenly a radicalement changé. Lors d'une comparution devant le tribunal, elle a choqué tout le monde en souriant et en jouant avec ses cheveux, ne montrant aucun remords pour ses actes. En 2023, désormais âgée de 18 ans, Heavenly a plaidé coupable de meurtre au second degré devant la cour supérieure de Fall River. La juge Renée Dupe l'a condamnée à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 19 ans. Numéro 5. Dans une affaire troublante mêlant rébellion adolescente et meurtre,
Sierra Halsett, 16 ans, et son petit ami de 18 ans, Aaron Guerrero, ont exécuté un crime calculé et macabre. La victime n'était autre que le père de Sierra, Daniel Halsett, qui était en plein conflit judiciaire pour la garde avec la mère de Sierra, Elizabeth Helgelian. La relation entre Sierra et Aaron fut brève, mais tumultueuse. Lorsque leurs parents découvrirent leur projet de fugue à Los Angeles, ils mirent fin à leur relation. Le 8 avril 2021, le jeune couple a acheté une scie circulaire, des lames de scie, de l'eau de javel, du liquide inflammable, des gants et une bâche, préparant ainsi leur crime. Le lendemain, le corps mutilé de Daniel Halsett a été découvert dans son garage. L'autopsie a révélé qu'il avait subi plus de 70 coups de couteau à la tête, au cou et au torse. Dans une tentative d'effacer les traces de leur crime, le couple a placé son corps dans un sac de couchage avant d'y mettre le feu, rendant les restes méconnaissables. Après le meurtre, Sierra et Aaron ont enregistré une vidéo sur YouTube où Aaron a déclaré qu'ils étaient désormais libres et qu'ils profitaient de leur nouvelle vie. Cependant, leur cavale fut de courte durée. Les autorités les ont arrêtés à Salt Lake City peu de temps après la publication de la vidéo. Le 26 mai 2022, Sierra et Aaron ont plaidé coupables à plusieurs chefs d'accusation, y compris meurtre, incendie criminel et vol. Tous deux ont été condamnés à une peine de 22 ans à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Lors de leur condamnation, Sierra n'a montré aucun remords, tandis qu'Aaron a présenté des excuses. Leurs crimes choquants et leur absence totale de regret ont laissé tout le monde sous le choc. Numéro 6. Dans un tournant à la fois choquant et troublant, un jeune garçon du nom de Jason, âgé de seulement 14 ans, est devenu l'une des figures les plus redoutées d'une prison de haute sécurité pour adultes. Connu pour son comportement froid et sa réputation terrifiante, le passage de Jason dans le système carcéral a laissé le personnel pénitentiaire, les forces de l'ordre et les détenus eux-mêmes sous le choc. C'est une affaire que personne n'aurait pu anticiper. Comment un enfant encore si jeune peut-il inspirer la peur chez certains des criminels les plus endurcis des États-Unis? Le passé de Jason est marqué par la violence et les traumatismes. Élevé dans un foyer brisé et entouré par le crime, il a rapidement développé un tempérament dangereux. Dès son adolescence, il a été arrêté pour des actes de violence, notamment des agressions et des vols. Ces actes notoires ont conduit les autorités à le classer comme un délinquant juvénile, bien qu'il soit évident dès le départ que ces problèmes allaient bien au-delà des troubles de comportement habituels. Ces accès de violence semblaient presque prémédités, et ceux qui en ont été témoins affirment n'avoir jamais vu un enfant agir avec une telle brutalité. Alors que Jason poursuivait son escalade criminelle, il est rapidement apparu que les centres de détention pour mineurs n'étaient plus en mesure de le contenir. À 14 ans, sa dangerosité était telle que les autorités ont pris la décision inédite de l'incarcérer dans un établissement pour adultes. Personne ne savait exactement à quoi s'attendre à son arrivée. Mais ce qui s'est produit par la suite a laissé beaucoup de questions en suspens sur la sécurité du système pénitentiaire. Dès son premier jour dans cette prison de haute sécurité, il est apparu clairement que Jason n'était pas un détenu comme les autres. Malgré sa petite taille et son apparence juvénile, sa simple présence semblait intimider même les criminels les plus redoutés. Les gardiens de prison ont rapporté qu'il avait une capacité troublante à rester calme dans des situations qui provoqueraient la panique chez la plupart des adultes. Son regard froid et calculateur suffisait à mettre mal à l'aise les détenus les plus impitoyables. Ses tatouages, qui semblaient bien précoces pour un garçon de son âge, ne faisaient qu'ajouter à l'aura de menace qu'il dégageait. Les dessins symboliques et inquiétants marquaient son appartenance à une vie bien plus sombre et violente que son jeune âge ne laissait supposer. Sa réputation s'est vite propagée, et bientôt, même les prisonniers les plus dangereux ont commencé à le craindre. Ceux qui étaient autrefois considérés comme les durs de la prison évitaient son regard, et des rumeurs ont circulé sur sa capacité à manipuler les situations à son avantage. Aujourd'hui, après plusieurs mois passés dans cet établissement pénitentiaire pour adultes, Jason est devenu l'un des détenus les plus redoutés de la prison. Des murmures circulent parmi les prisonniers sur des incidents violents impliquant Jason, bien que les détails restent flous. Même les gardiens, pourtant formés pour gérer les criminels les plus dangereux, admettent qu'ils se méfient de lui. Ils déclarent que, malgré leurs tentatives pour garder le contrôle, il y a quelque chose d'inexplicable chez Jason qui le rend difficile à cerner et à contenir. Beaucoup s'interrogent sur l'avenir de ce garçon. Comment un enfant aussi jeune a-t-il pu devenir une force aussi terrifiante en prison? Qu'est-ce qui alimente sa violence?
et le rend si dangereux? Ces questions demeurent alors que les autorités tentent de déterminer ce que l'avenir réserve à ce jeune homme effrayant. Pensez-vous que le comportement violent de Jason aurait pu être évité? Comment le système pénitentiaire devrait-il gérer les jeunes délinquants aux tendances extrêmes comme les siennes? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Numéro 7. Roxana Sikorski, une adolescente de 15 ans originaire de Plymouth, dans le Michigan, s'est retrouvée impliquée dans un plan macabre visant à assassiner sa famille sous l'influence de son petit ami bien plus âgé, Michael Rivera. Roxana avait été adoptée de Pologne à l'âge de 4 ans et avait connu une enfance difficile, marquée par des abus. Diagnostiquée avec un trouble de l'attachement réactif, elle éprouvait de grandes difficultés à établir des liens émotionnels avec les autres. Ce trouble l'a peut-être rendue plus vulnérable à la manipulation, en particulier de la part d'une figure plus âgée et persuasive comme Rivera. En octobre 2014, alors qu'elle n'avait que 15 ans, sa relation avec Michael Rivera, un homme de 23 ans, a pris un tournant sinistre. Rivera a manipulé Roxana pour l'amener à élaborer un plan visant à assassiner sa famille, qui désapprouvait leur relation. Il lui a même envoyé des instructions détaillées sur la manière d'exécuter le crime, lui indiquant les zones vitales à viser. Le plan était méticuleusement préparé et Rivera exerçait un contrôle évident sur Roxana, exploitant sa vulnérabilité et lui faisant croire que la seule manière pour eux d'être ensemble était de recourir à la violence. Une nuit, Roxana a attaqué son jeune frère avec un couteau à filet, visant son cou. Heureusement, il a survécu à l'attaque. Ses blessures, bien que graves, n'étaient pas mortelles, mais l'impact psychologique sur la famille a été profond. Les cris de sa sœur ont alerté leurs parents et Roxana a pris la fuite par la fenêtre. Elle a retrouvé Rivera et tous deux se sont cachés dans le sud-ouest de Détroit. Cependant, la police ne tarda pas à les retrouver. Grâce à une combinaison d'indices médico-légaux et de témoignages, ils furent localisés et arrêtés. Leur capture fut un soulagement pour la famille Sikorski, mais marqua le début d'une longue et difficile bataille judiciaire. Roxana fut jugée comme une adulte, en raison de la nature préméditée du crime. Selon la loi du Michigan, toute personne impliquée dans un crime grave, comme un complot d'assassinat, peut être jugée comme un adulte, quel que soit son âge. En mars 2016, un tribunal de Détroit la condamna à une peine de 10 à 20 ans de prison pour son rôle dans la conspiration visant à tuer sa famille. Michael Rivera, quant à lui, fut condamné à la prison à perpétuité en 2015. Le rôle de Rivera en tant que manipulateur plus âgé fut considéré comme un élément clé de l'affaire, et ses actions furent jugées comme étant le moteur principal du complot. Les parents de Roxana furent dévastés par la décision du tribunal, estimant qu'elle avait été contrainte à commettre ce crime par Rivera. Ils exprimèrent également leurs inquiétudes quant à l'impact psychologique qu'aurait la prison pour adultes sur leur fille fragile. Sa mère, Lauren Sikorski, plaida en faveur d'une prise en charge psychologique continue plutôt que d'une incarcération. Elle s'impliqua activement dans la défense de sa fille durant tout le procès, mettant en avant les traumatismes émotionnels qui avaient marqué Roxana depuis son enfance. Malgré la gravité du crime, Lauren affirma que le passé difficile de Roxana et sa relation abusive avec Rivera étaient des facteurs déterminants dans ses actes. Cette affaire a suscité un débat plus large sur la prise en charge des adolescents impliqués dans des crimes violents et sur l'éthique de les juger comme des adultes. La question centrale était de savoir si un mineur, en particulier un jeune souffrant de traumatisme, devait être traité de la même manière qu'un adulte par le système judiciaire. L'histoire de Roxana met en lumière les conséquences dévastatrices de la manipulation et des abus émotionnels, rappelant à quel point les jeunes souffrant de troubles psychologiques peuvent être vulnérables aux influences prédatrices. Numéro 8. Le 27 février 2012, la petite ville de Chardon dans l'Ohio a été plongée dans le choc et le deuil après une fusillade meurtrière au lycée de Chardon. TJ Lane, un adolescent de 17 ans étudiant à la Lake Academy, une école alternative, est entré ce matin-là dans la cafétéria du lycée, vêtu d'un sweatshirt sur lequel était inscrit le mot « Killer » et armé d'un pistolet calibre 22. Alors que les élèves se rassemblaient avant le début des cours, Lane a ouvert le feu sans avertissement, visant directement une table où un groupe d'étudiants était assis. L'attaque a coûté la vie à 3 élèves, Daniel Parmertor et Demetrius Eulin, tous deux âgés de 16 ans, ainsi que Russell King Jr., 17 ans. 3 autres élèves ont été blessés, dont l'un est resté paralysé à vie. Lane avait auparavant fréquenté le lycée de Chardon avant d'être transféré à l'école alternative.
son mobile pour la fusillade est resté flou. Certains rapports ont suggéré qu'il se sentait peut-être exclu ou victime d'intimidation. Mais il n'a jamais été établi avec certitude si le harcèlement avait joué un rôle, ou si d'autres facteurs, comme des troubles mentaux ou des traumatismes personnels, étaient en cause. Lane avait suivi une thérapie pour des problèmes émotionnels et comportementaux, mais ses interventions n'ont pas suffi à empêcher la tragédie. De plus, ses camarades de classe et certains enseignants ont révélé par la suite qu'il avait exprimé des pensées et des fantasmes violents avant la fusillade. Un enseignant a poursuivi Lane hors de l'école, et il a finalement été appréhendé à environ 1 kilomètre de la scène, près de sa voiture. L'enquête a révélé que Lane avait volé l'arme à son oncle. Bien que le pistolet de calibre .22 soit souvent considéré comme une petite arme, il s'est révélé dévastateur ce jour-là. Lors de son procès, Lane a affiché une absence totale de remords. Il est apparu au tribunal vêtu d'un t-shirt qu'il avait lui-même fabriqué, arborant à nouveau le mot « killer », et il a nargué les familles des victimes avec des gestes obscènes. Son insensibilité et son apparente indifférence face à la gravité de ses actes ont soulevé de nombreuses interrogations sur la profondeur de son instabilité émotionnelle et psychologique. En mars 2013, TJ Lane a été condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, en 2014, il a de nouveau fait la une des journaux en s'évadant du centre correctionnel d'Allen, à Lima, dans l'Ohio, avec 2 autres détenus. Après une chasse à l'homme de 6 heures, il a été retrouvé et arrêté. À la suite de cette évasion, il a été transféré en 2016 à la prison de haute sécurité de Southern Ohio Correctional Facility, en raison de la gravité de ses crimes et de la menace qu'il représentait toujours. Son évasion et la frénésie médiatique qui en a découlé ont encore démontré son mépris pour l'autorité et pour la gravité de ses actes. Si certains amis ont décrit Lane comme un adolescent apparemment normal, des rapports sur le harcèlement dont il aurait été victime et sur son environnement familial difficile soulèvent des questions. Ces difficultés peuvent-elles justifier un acte aussi brutal? Bien qu'il soit évident que Lane a connu des épreuves dans sa vie, tant à la maison qu'à l'école, son choix de commettre un crime aussi atroce soulève des interrogations fondamentales sur la responsabilité, la santé mentale et le rôle de l'éducation dans le développement d'un individu. L'histoire de TJ Lane est un rappel tragique des conséquences potentielles d'une détresse émotionnelle et psychologique non traitée, ainsi que des cicatrices profondes laissées par la violence, que ce soit sur les victimes, leurs familles ou l'ensemble de la communauté. Numéro 9. L'affaire Alyssa Bustamante a choqué le pays lorsqu'elle fut révélée comme étant la Missouri Teen Thrill Killer. Adolescente apparemment ordinaire de 15 ans, Alyssa est devenue tristement célèbre pour le meurtre sanglant et prémédité de sa jeune voisine de 9 ans, Elizabeth Holten, le 21 octobre 2009. Alyssa a attiré Elizabeth dans les bois derrière leur maison, où elle l'a brutalement assassinée en l'étranglant, en lui tranchant la gorge et en la poignardant. Elle a ensuite enterré le corps de la fillette dans une tombe peu profonde qu'elle avait préalablement creusée. Un détail glaçant qui prouve que le meurtre avait été planifié. Sa présence en ligne peignait un tableau troublant de sa personnalité. Sur ses profils MySpace et YouTube, elle listait « tuer des gens » et « se mutiler » comme passe-temps, révélant ainsi ses fantasmes sombres et violents. Dans son journal intime, elle décrivait sa fascination grandissante pour le meurtre. Juste après avoir tué Elizabeth, elle a écrit « Je viens de tuer quelqu'un. Je l'ai étranglé, lui ai tranché la gorge et poignardé. Maintenant, il est mort. Je ne sais pas ce que je ressens en ce moment. C'était incroyable. Une fois qu'on surmonte le « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça », c'est plutôt agréable. » Lorsque la disparition d'Elizabeth fut signalée, la police se concentra rapidement sur Alyssa. En perquisitionnant son domicile, les enquêteurs découvriront son journal, qui contenait un aveu détaillé du crime. Lors de son interrogatoire, Alyssa nia d'abord toute implication. Mais face aux preuves accablantes de son journal intime, elle finit par avouer le meurtre. Jugée comme une adulte, elle plaida coupable de meurtre au second degré et fut condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Cependant, une autre condamnation pour usage d'armes lors du crime ajouta 30 ans à sa peine. Ainsi, même si elle obtient une libération conditionnelle en 2024, elle devra purger cette seconde peine, repoussant sa sortie au plus tôt en 2054, à l'âge de 60 ans. Numéro 10. Le 28 juillet 1999,
Un drame se produisit dans le comté de Broward, en Floride, lorsque Lionel Tate, âgé de 12 ans, tua sa cousine de 6 ans, Tiffany Unique. Les deux enfants étaient seuls à la maison pendant que la mère de Lionel se reposait à l'étage. Peu après, Lionel appela sa mère pour lui dire que Tiffany ne respirait plus. À leur arrivée, les autorités constatèrent que la fillette avait subi de graves blessures, notamment une fracture du crâne, des côtes cassées et des hémorragies internes. L'ampleur des blessures suggérait l'utilisation d'une force extrême, et l'explication de Lionel, affirmant qu'il imitait simplement des prises de catch vues à la télévision, semblait peu crédible. Lionel, qui pesait environ 77 kg, prétendait avoir voulu reproduire des mouvements de lutte sur Tiffany, qui pesait à peine 22 kg. Cependant, cette défense échoua à convaincre le jury, et en 2001, Tate fut reconnu coupable de meurtre au premier degré. Selon la loi de Floride, la règle du felony murder s'appliquait. Même si Lionel n'avait pas eu l'intention de tuer Tiffany, le simple fait d'avoir commis des actes ayant conduit à sa mort suffisait à établir sa culpabilité pour meurtre au premier degré. Le juge Joel T. Lazarus expliqua que la gravité des blessures et le fait qu'elles aient été infligées à un enfant justifiaient une telle condamnation. L'affaire souleva une vive controverse. Fallait-il condamner un enfant de 12 ans à la perpétuité sans possibilité de libération? En 2004, une cour d'appel annula sa peine en estimant que son état mental n'avait pas été correctement évalué lors du procès. Un accord fut alors trouvé. Lionel accepta de plaider coupable pour meurtre au second degré en échange d'une peine réduite d'1 an d'assignation à domicile et de 10 ans de probation. Mais ses ennuis judiciaires ne s'arrêtèrent pas là. En 2005, Lionel Tate fut arrêté pour vol à main armée. En 2006, il viola les conditions de sa probation et fut condamné à 10 ans de prison. En 2008, il plaida no contest à une autre accusation de vol. Aujourd'hui, Lionel Tate purge sa peine au Charlotte Correctional Institution. Comment devrait-on traiter ces jeunes criminels? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.